Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Mardi 23 juin, je reçois ce matin le président du directoire du Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire, Jean-Pierre Chalut, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Alors, 4e port français avec chaque année 300 escales de navires marchands, plus de 500 employés et un volume de 27 millions de tonnes de marchandises. Je parle sous votre contrôle. À quoi ça ressemble, Jean-Pierre Chalut, la journée type d'un président du directoire du Grand Port Maritime, excepté de venir tôt le matin à la radio? Alors, tout d'abord, les journées commencent très souvent tôt et finissent assez tard. C'est beaucoup de rencontres avec nos clients, puisque vous avez évoqué le nombre d'escales, c'est plutôt 3000 que 300 escales chaque année. C'est 600 clients qui, comptent sur nos services et nos installations. C'est beaucoup de réunions internes également pour préparer nos infrastructures à toutes les opérations qui sont attendues en matière de chargement et de déchargement de navires, d'entretien de nos routes, de notre chenal de navigation, de la gestion des flux. Donc c'est une journée bien remplie et autour de tout ça, un certain nombre de réunions avec les décideurs politiques et différentes délégations que l'on reçoit. Donc très souvent, beaucoup de rythme. Quelles sont les qualités requises, Jean-Pierre Chalut, pour incarner votre fonction ? Je dirais qu'il faut à la fois pouvoir faire preuve de réactivité, mais également nous sommes surtout là pour préparer l'avenir, c'est-à-dire anticiper les besoins de nos filières économiques, les besoins des entreprises, les besoins de notre territoire, avec une contribution attendue de notre part en matière de réindustrialisation de la France, par exemple. En termes d'emploi, justement, pour rester sur ces questions, le port, là, lui, représente une amplitude de 80 métiers. Je pense que pour nos auditeurs, c'est important. On parlait effectivement de 500 employés. En termes de métiers, quelles sont les perspectives de recrutement ? Et je pense aussi aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent. Comment vous allez séduire les jeunes aujourd'hui quand il faut leur parler notamment de soudure ou de chaudronnerie ? Parce que c'est peut-être ces métiers-là en tension qui vous manquent. Sur quel profil vous recherchez aujourd'hui ? Alors, le profil va effectivement de l'ouvrier chaudronnier jusqu'à l'ingénieur en conception d'infrastructures ou d'entretien de nos infrastructures. Le port, proprement dit, notre entreprise, c'est effectivement environ 500 emplois avec un profil et un cursus totalement différents. Si aujourd'hui on regarde un peu la sociologie de notre entreprise, c'est la moitié de col bleu, la moitié de col blanc. Ce qu'il faut voir, c'est que le port, c'est effectivement 500, c'est sur son site pratiquement 8000 emplois créés par les entreprises qui gravitent autour du port et qui sont des métiers totalement utiles pour l'exercice de notre activité. On peut prendre l'exemple des pilotes qui aident et accompagnent la montée des navires dans la Loire. Nous pouvons parler des remorqueurs. On parlait d'un certain nombre de métiers autour du dédouanement des marchandises. Donc c'est un profil de métier extrêmement varié, à la fois au sein du port, mais également à l'extérieur. Et le levier, si on peut l'évoquer ainsi, c'est effectivement 500 en interne et 8000 au total. Plus un certain nombre d'emplois qui utilisent, nos installations autour, les industries aéronautiques par exemple. L'ensemble du poids économique, du port, a été estimé tout récemment par l'INSEE dans une étude qui va être publiée ce mois-ci, dans le courant du mois de juin, donc avant la fin du mois de juin, aux alentours de 25 000 emplois sur notre territoire liés à l'activité maritime. Mais quel dispositif, Jean-Pierre Chalut, on met en place pour les draguer, ces jeunes ? C'était ma première question, pour aller les séduire sur ces métiers qui n'attirent plus beaucoup et qui sentent un peu la poussière, a priori. Je ne partage pas, c'est-à-dire que nous n'avons pas de difficulté de recrutement. Le port est plutôt considéré, me semble-t-il, comme une entreprise attractive. La première démarche, c'est par exemple une démarche comme ce matin, c'est de parler de nous, de nous faire connaître. Je pense que ce que l'on peut partager, c'est que le port n'est pas une entité connue ou totalement identifiée dans le paysage nantais, par exemple. Donc c'est là-dessus que nous devons travailler. Après, nous avons un certain nombre d'actions pédagogiques qui sont faites avec les collèges, les lycées. Donc nous avons un partenariat avec l'Éducation nationale pour présenter les métiers du port dans leur globalité à l'ensemble de nos jeunes. Alors pour ces métiers, justement, ils évoluent beaucoup en fonction des activités. Comment est-ce que vous faites aussi pour vos collaborateurs ? Quel dispositif vous mettez en place pour, notamment sur l'aspect formation ?
Alors il y a un principe de formation qui est extrêmement développé. Nous consacrons une part importante de notre budget dans ces processus de formation. C'est de mémoire de l'ordre de 3% de notre masse salariale qui est consacrée à ces actions de formation. Vous avez raison, il y a beaucoup d'évolutions autour de l'informatique, des systèmes d'information, de nouvelles technologies qui viennent accompagner, j'allais dire, nos activités. Le modèle économique, il se répartit, je suppose, entre domanial et droit de port. C'est comme ça que ça se construit. Comment ça se finance une entreprise comme la vôtre? Alors, notre modèle économique, juste pour illustrer cet aspect un peu particulier, domanial, nous louons notre foncier à des entreprises. Sur la partie droit de port, c'est une taxe qui est instaurée soit à la tonne pour la marchandise, soit en fonction des caractéristiques des navires qui viennent effectuer des escales chez nous. Aujourd'hui, c'est 30% de notre chiffre d'affaires qui est sur du domanial, une cinquantaine de pourcents autour des droits de port, donc une forte sensibilité au trafic et donc à l'activité économique, et 20% sur des prestations annexes qui sont facturées à nos clients. Alors, sensibilité au trafic, vous le disiez à l'instant, baisse d'activité quand même constatée sur les dernières années. Quelles sont les explications? Est-ce que ce sont les énergies, notamment les énergies fossiles, qui sont directement, qui vous impactent, vous, directement? Alors effectivement, il y a environ 3-4 ans, notre trafic pivot, c'est aux alentours de 30 millions de tonnes. Plus ou moins 10% selon les années. Depuis 2 à 3 ans, nous sommes plutôt dans cette fourchette basse, aux alentours de 27 millions de tonnes. L'impact essentiel, c'est la baisse des trafics énergétiques, qui a plusieurs explications autour de la baisse du gaz naturel liquéfié, les produits raffinés autour du pétrole et autres qui sont peut-être un peu moins présents sur notre territoire, mais avec une baisse globale de la consommation en France et en Europe. Vous êtes soulagé par les investissements annoncés par Total, notamment sur Donges. Ça, c'est un indicateur plutôt vert pour vous, si je puis dire? Pour nous et pour notre territoire et l'ensemble des entreprises, c'est effectivement une très bonne nouvelle. Nous avons aujourd'hui le client Total qui représente quasiment la moitié de nos volumes sur l'ensemble du port. Donc c'est un client primordial sur nos installations. Vous l'évoquiez un petit peu là, pour les énergies, vous êtes quand même largement tributaire, je dirais, des turbulences géostratégiques au niveau mondial qui pour le coup aussi vous impactent directement? Absolument. Donc, si on peut l'illustrer par la question du trafic du GNL, la très forte activité en Asie aujourd'hui tire les prix vers le haut sur la zone Asie, un peu moins sur l'Europe. Donc le client va beaucoup moins sa molécule, on va dire, sur le territoire français. Des impacts du type le tsunami à Fukushima et autres a également eu des incidences très très fortes, puisque le Japon a arrêté sa production d'électricité nucléaire pour basculer sur la production gaz. Donc tout ça a une incidence. Également la tension des relations entre la France et la Russie, ou l'Europe et la Russie, a également des incidences sur nos activités. Sur les perspectives, Jean-Pierre Chalut, comment est-ce qu'on fait pour concilier, je dirais, des logiques d'investissement qui concernent des aménagements et qui se font sur du moyen, voire du très long terme, on parle de 50 ans, voire un siècle. Comment est-ce qu'on les concilie avec justement un trafic qui est extrêmement changeant, on vient de l'évoquer, voire versatile? Alors, il est clair que la période est effectivement délicate. Nous constatons une baisse de trafic et donc de nos recettes. Et nous sommes, avec l'appui de l'État et des collectivités locales, en train de financer un certain nombre d'investissements très importants pour aller vers plus de diversification, regagner des volumes et des parts de marché. On peut citer en ce moment la question des énergies marines renouvelables et de l'éolien offshore qui nous conduisent aujourd'hui à des investissements qui sont importants et qui nous laissent entrevoir des perspectives de développement à l'horizon de 2 à 3 ans. Alors ces alternatives et ces relais justement de diversification, c'est quoi la position du Grand Port face justement au développement des énergies renouvelables? On peut en parler. Vous avez participé, si je suis bien renseigné, à la 4e Convention internationale des énergies marines renouvelables qui avait lieu fin mai à Nantes, me semble-t-il. 21 mai, oui. Quel a été votre discours, en tout cas en substance, de la position du Grand Port sur ces questions-là? Alors notre discours, c'est de dire qu'à Nantes-Saint-Nazaire, on est comme l'ensemble de notre territoire, les collectivités locales et les entreprises, prêts. Et que les calendriers auxquels nous sommes engagés en matière de réalisation de nos investissements sont tenus. Donc nous sommes dans des phases aujourd'hui d'extension de nos quais. Toute la préparation de nos terre-pleins pour l'accueil d'usines type Alstom ont été faits dans les temps. Les travaux pour la réalisation d'un hub logistique qui servira de plateforme d'acheminement de pièces à Saint-Nazaire sont des travaux qui sont maintenant lancés. Donc nous sommes prêts.
Quel est l'impact là sur les hypothèses d'investissement? On en parlait par rapport à la fragilité quand même que vous connaissez depuis un moment, sur les 3 prochaines années, sur les 5 prochaines années, pour la modernisation. Est-ce que les programmes qui étaient prévus sont remis en question, ces programmes d'investissement? Alors les programmes ne sont pas remis en question, ils sont financés. Donc ce qu'on peut constater, c'est que sur les 2 ou 3 dernières années, nous étions à un volume d'investissement annuel de l'ordre d'une quinzaine de millions d'euros par an. Et nous doublons cette somme-là en 2015 et 2016, avec également une somme importante en 2017. Ensuite, ce qu'il est important, c'est de constater que nos business plans sont réalisés, c'est-à-dire que les clients utilisent nos installations et donc payent le service en fonction de nos attentes. Sur la question du multimodal, en matière notamment de fret ferroviaire, quelle est la part du trafic qui part sur le rail à partir du port? Est-ce qu'on peut constater d'abord que... Enfin, je vous laisse peut-être répondre à cette première question. Alors pour nous, cette question du fret ferroviaire, elle est capitale. C'est-à-dire que nous sommes un port qui effectue beaucoup de manutention autour des vracs. En particulier, on peut citer l'exportation de céréales ou l'importation de matières sèches, oui, d'aliments pour le bétail, donc effectivement des matières sèches. Le trafic ferroviaire, pour le port de Nantes-Saint-Nazaire, c'est 1200 trains par an, à peu près. Ce qui est très très important. Hein. Donc le port a beaucoup investi avec l'État et les collectivités locales sur son réseau, sur la modernisation de son exploitation. Et c'est aujourd'hui un élément majeur de la compétitivité pour nos entreprises. C'est-à-dire que notre capacité à acheminer de manière performante des matériaux qui viennent par exemple de la région centre est aujourd'hui un atout majeur par rapport à d'autres ports. Comment on se situe par rapport aux autres ports français? C'était ma deuxième question là-dessus. Alors là, c'est une approche filière par filière. Il est clair que si on prend par exemple la filière du conteneur, nous ne sommes ni Le Havre, ni Marseille, ni Marseille-Fos. Je dis notre marque de fabrique, pour nous, c'est les vracs, exportation ou importation, avec un outil de production, avec nos opérateurs de terminaux qui sont des entreprises performantes. Et c'est tout ce qui concerne autour de la manutention, autour des industries. Colis lourds, type Airbus ou colis très particuliers. Donc c'est un savoir-faire et une marque de fabrique de notre territoire. Est-ce que si on est un petit peu en dessous, vous parliez du Havre et de Marseille bien entendu, est-ce que c'est la relation, les conventions que vous pouvez mettre en place avec le réseau, le RFF, le réseau ferré de France et la SNCF, comment ça se passe avec eux? Alors, est-ce que c'est pas eux qui coincent? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à fluidifier ça ou à monter en volume là-dessus? Non, pas du tout. Il y a plusieurs paramètres. Il y a d'abord effectivement cette démarche partenariale que vous évoquez, donc avec SNCF Réseau, donc autour de la gestion des infrastructures et des circulations. Et il y a ensuite un deuxième volet qui est la relation avec les entreprises ferroviaires, c'est-à-dire celles qui effectuent la prestation de transport. Vous avez cité SNCF, elle en fait partie, mais il y a d'autres entreprises autour de Eurocargo Rail, Europort, etc. Il y a d'autres entreprises ferroviaires qui aujourd'hui s'intéressent à l'Ouest. Ce qui est très important de voir, c'est que la majeure partie des flux en matière de fret ferroviaire sont aujourd'hui plutôt sur l'Est français, donc le couloir rhodanien par exemple, à la frontière avec la Belgique, et qu'il est très important d'assurer cette qualité de desserte avec l'Ouest. Il ne faut pas que l'Ouest s'insularise. Une de vos volontés aussi, dans le cadre de votre mandat, si je puis dire le deuxième, si je ne me trompe pas, vous avez été réélu il y a 1 an à peu près. 1 an et demi, oui. Il y a 1 an et demi. C'est pour 5 ans que ça se passe. Absolument. Une de vos préoccupations, c'est de travailler sur le partenariat justement avec les autres ports. On parlait du Havre et de Marseille. Comment est-ce que vous envisagez justement la collaboration, le partenariat, le travail en bonne intelligence et la coopération que vous encouragez avec vos homologues? Alors, là aussi, hein, c'est en fonction des types de marchandises, de filières et autres, nous avons des partenariats avec plusieurs ports. Le Havre, il me paraît très important d'afficher sur cette partie conteneur. Nous avons besoin de liaisons performantes avec les ports du Nord. Le Havre, Anvers, Rotterdam. Nous travaillons également avec un certain nombre de ports du Sud, qui sont plutôt espagnols ou voire marocains à Tanger, sur lesquels nous devons nous rendre visibles mutuellement dans nos offres. On peut citer également sur du trafic roulier, hein, c'est-à-dire avec des marchandises qui sont chargées ou déchargées en roulant, avec les ports espagnols du type Vigo ou Riron, quand nous avons travaillé sur des sujets d'autoroute de la mer. Donc cette question de partenariat avec les ports, elle est capitale. Peut-être dernière question, puisqu'on arrive au bout, Jean-Pierre Chalut. Je vais évidemment vous parler du Sébastopol et de Vladivostok. Les Mistral russes français qui auraient dû devenir russes, qui sont mis en quarantaine dans le port de Saint-Nazaire. Vous avez déclaré « on manque de place dans les bassins ». Notre métier, ce n'est pas gardien de parking à bateau.
Ce message s'adressait à qui et on en est où aujourd'hui ? Bon, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'autour des bassins de Saint-Nazaire, il y a de la demande d'entreprises qui sont en particulier sous une bannière qui s'appelle Neopolia, qui nous fait part de demandes pour utiliser nos installations de quais et autres. Donc nous devons gérer cette capacité à accueillir nos entreprises, à développer leur activité. Donc il est clair que cette question qui dure sur le stationnement de ces navires n'est pas bénéfique sur le long terme. Ça coûte cher. Ceci dit, ça coûte cher pour beaucoup, mais nous sommes solidaires de nos clients. STX est notre client, et donc c'est lui qui est, j'allais dire, dans cette partie, notre contact sur ce dossier. Le message s'adressait quand même à l'État, directement ? Il y a plusieurs cibles, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on doit effectivement pouvoir utiliser notre outil au bénéfice de nos entreprises et de l'activité. Aujourd'hui, c'est sur cette partie-là, j'allais dire, un peu moins vrai ou un peu en dessous de nos attentes. Peut-être juste une dernière question, puisqu'il me reste 30 secondes. Un homme de la mer, ou en tout cas vous êtes né à Lorient, c'est ça ? Qu'est-ce que vous avez contre les sushis ? Alors, je n'ai rien contre les sushis, mais je préfère les déguster au Japon. Entendu, dont acte. Merci Jean-Pierre Chalut en tout cas d'être venu nous voir. Merci pour votre visite. On aura le plaisir évidemment et l'occasion de vous recevoir à nouveau. Je conclus cette émission rapidement pour vous dire que la semaine prochaine, c'est la dernière de la saison 2014-2015. Je recevrai pour ce dernier numéro Hubert de Boisredon. Il est président du groupe Armor, spécialiste mondial de la chimie des encres et des technologies d'impression, et ça se passe chez nous. C'est réussite. Excellente semaine à vous qui nous écoutez. À très bientôt.